Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, chers maîtres, chers amis, je suis vraiment ravie de participer à ces rencontres à Nice, cette belle ville. Merci Bernard pour l'accueil chaleureux. Et ma présentation porte effectivement sur le dépistage de l'hypertension pulmonaire chez les patients BPCO. On va voir quand et comment et pourquoi il faut chercher. Je n'ai pas de lien d'intérêt en rapport avec ma présentation. Alors, depuis 2022, il y a eu une modification de la définition de l'hypertension pulmonaire. Et ceci, pourquoi? C'est pour un dépistage plus précoce de cette maladie en faveur pour améliorer donc le pronostic des patients. Et donc, depuis 2022, on définit sur un cutoff plus bas qui est une pression artérielle pulmonaire moyenne de plus de 20 mm de mercure, c'est plus les 25 d'auparavant, et bien sûr mesurée par un cathétérisme cardiaque droit. Et on distingue les hypertensions pulmonaires précapillaires, les postcapillaires et les formes combinées, et ceci en mesurant au cours du cathétérisme cardiaque droit la PAPO, c'est la pression artérielle pulmonaire d'occlusion qui témoigne de la fonction du VG, et les résistances vasculaires pulmonaires. Alors, on a connu plusieurs modifications des classifications des hypertensions pulmonaires depuis la première mise au point en 1973, et on a eu après 4 modifications, la dernière remonte à 2022. Alors, on distingue 5 groupes d'hypertension pulmonaire. Le premier groupe, c'est les hypertensions artérielles pulmonaires, où on trouve les formes idiopathiques et les formes secondaires, soit des anomalies génétiques, soit des toxicomédicaments, soit à d'autres maladies, soit donc à une maladie qui touche les veines ou les veineux. Le groupe 2, c'est des hypertensions pulmonaires secondaires à des maladies du cœur gauche. Et le groupe 3, c'est les hypertensions pulmonaires secondaires à des maladies respiratoires chroniques et ou une hypoxémie. Le groupe 4, c'est les hypertensions pulmonaires thromboemboliques chroniques. Et le groupe 5, c'est le groupe des hypertensions qu'on n'arrive pas à mettre dans les 4 groupes précédents. Alors, sur le plan fréquence des hypertensions pulmonaires, touche à peu près 1% de la population et c'est un chiffre qui s'élève à 10% dans la population gériatrique. Et parmi les groupes qu'on a vus, ce sont les groupes de type 2 et 3 qui représentent 96% des formes, donc des hypertensions pulmonaires dans le monde. Il s'agit d'une maladie évolutive progressive qui évolue vers l'insuffisance cardiaque droite avec une mortalité élevée. Alors, ces différents groupes ont en fait un processus physiopathologique commun, mais quand même les mécanismes physiopathologiques restent bien pas bien clarifiés, mais il y a beaucoup de nouveautés en matière de connaissance de ces mécanismes. Et les deux principales bases de ces mécanismes physiopathologiques sont la vasoconstriction et le remodelage vasculaire en rapport avec une dysfonction de l'épithélium et une prolifération cellulaire qui touche les muscles lisses vasculaires, les muscles endothéliales et les fibroblastes. Et dans la population des patients BPCO, il y a en plus l'effet de l'inflammation sous-jacente, l'effet du stress oxydatif lié au tabagisme, l'hypoxie alvéolaire et l'emphysème avec la destruction du lit vasculaire chez ces patients. Et tout ceci résulte en fait de la mise en jeu de médiateurs vasoréactifs, en particulier le monoxyde d'azote, via son métabolite actif, le guanine monophosphate cyclique, les prostacyclines et l'endothéline 1, qui constituent en fait les cibles thérapeutiques qui sont actuellement proposées chez les patients qui présentent une hypertension pulmonaire, à savoir les antagonistes des récepteurs de l'endothéline qui vont s'opposer à l'effet donc vasoconstricteur de ce médiateur et les inhibiteurs de phosphodiestérase 5 qui vont favoriser l'effet vasodilatateur du monoxyde d'azote et les agonistes des prostacyclines. Alors, pourquoi dépister effectivement cette hypertension pulmonaire? J'ai commencé par la dernière question. En fait, la BPCO, c'est une maladie systémique. C'est vrai, le point de départ, c'est au niveau des voies aériennes, mais elle a un impact partout sur l'organisme. Et de ce fait, le risque cardiovasculaire, il est très important, multiplié par presque 3. Et le risque d'une hypertension pulmonaire, vous voyez, il est multiplié par presque 6 chez les patients BPCO. En effet, plus que 80% des patients BPCO ont une hypertension pulmonaire qui est de type précapillaire chez un patient sur 3. Et d'ailleurs,
l'importance de la mise en évidence de cette hypertension pulmonaire chez les patients PPCO explique qu'actuellement dans le GOLD 2025, nous avons un chapitre dédié pour l'hypertension pulmonaire. En fait, parmi les 5 groupes d'hypertension pulmonaire, on peut trouver tous les groupes chez les patients BPCO. Et ceci est expliqué déjà par ces comorbidités associées à la PPCO qui agissent avec la PPCO par un mécanisme synergique et addictif pour développer ces hypertensions pulmonaires. Et c'est important lorsqu'on met en évidence une hypertension pulmonaire chez un patient PPCO de chercher le mécanisme sous-jacent parce que ça va impliquer une conduite thérapeutique adaptée. Alors, l'existence de cette hypertension pulmonaire chez un patient BPCO constitue un facteur pronostic majeur. Et vous voyez dans cette étude espagnole rétrospective qui ont pris quand même des patients qui ont une HTAP sévère dans plus de 50% des cas, la PAP moyenne était aux alentours de 35 mm du mercure. Bon, la définition pour cette étude était basée de l'hypertension pulmonaire sur une PAP moyenne supérieure à 35 ou bien PAP moyenne entre 25 et 35 et avec un débit cardiaque bas. Et on voit dans cette étude que les 5 groupes d'hypertension pulmonaire existent bien chez les patients BPCO avec la prédominance connue dans la littérature du groupe 2 et du groupe 3 et que l'existence de cette hypertension pulmonaire chez les patients BPCO est un facteur aggravant de la maladie BPCO avec un recours plus fréquent aux soins, un risque d'hospitalisation important et un pronostic plus mauvais, et ceci quelle que soit la sévérité de l'hypertension pulmonaire. Mais, bien sûr, chez les patients qui ont une hypertension pulmonaire, ils ont un impact plus péjoratif sur la survie de ces patients, comme le montre la courbe grise, où les malades, donc HTP sévères, avaient une survie qui est plus basse, à côté, bien sûr, de la sévérité de l'obstruction bronchique. Mais il faut dire qu'il n'y a pas de corrélation exacte entre la sévérité de l'obstruction bronchique et la sévérité de l'hypertension pulmonaire. D'ailleurs, on a individualisé récemment un phénotype particulier chez les patients BPCO qui ont une hypertension pulmonaire sévère définie par une résistance vasculaire pulmonaire supérieure à 5 coudes, mais qui ont en corollaire une obstruction bronchique qui est légère à modérée, qui n'ont pas d'hypercapnie ou bien une hypercapnie qui est plutôt légère, mais il y a une atteinte importante de l'échangeur avec un DLC bas et une limitation circulatoire à l'exercice. C'est très important chez les patients BPCO d'individualiser ce phénotype parce que ça va impliquer peut-être une conduite thérapeutique spécifique. Alors, en résumé, on a dit les 5 groupes sont possibles d'être observés chez les patients BPCO. Donc, si on est face à un patient BPCO avec une hypertension artérielle pulmonaire, donc le groupe 1, là, c'est une situation qui n'est pas fréquente, mais lorsqu'elle existe, ça implique qu'il faut proposer les thérapeutiques de l'hypertension artérielle pulmonaire du groupe 1. Si on a des patients qui ont une HTP du groupe 4, la prise en charge est la même qu'en dehors de la BPCO associée, c'est-à-dire proposer une prise en charge pluridisciplinaire incluant le traitement chirurgical et le traitement médical. Mais si on est face à un patient du groupe 2 ou bien 3, il faut regarder la sévérité de l'hypertension pulmonaire. Si un patient BPCO avec une HTP du groupe 2-3 mais qui n'est pas sévère, là, il n'y a pas de place aux thérapeutiques spécifiques. Il faut renforcer le traitement de la BPCO tout simplement. Mais si on a une HTP sévère, qui est la situation qui est plus rare, il ne dépasse pas les 5% des cas, là, les résultats des études concernant l'utilisation de traitements spécifiques chez ces patients restent de nos jours controversés. C'est des études basées sur un faible effectif avec des durées de suivi qui ne sont pas prolongées. Mais ce qui ressort des dernières recommandations du GOLD 2025 basées sur les essais cliniques récents, c'est que parmi les thérapeutiques spécifiques qu'on peut proposer chez ces patients BPCO, c'est les inhibiteurs de phosphodiestérate, mais à condition, c'est dans le cadre des essais cliniques dans des centres spécialisés, ce n'est pas des thérapeutiques encore actuellement recommandées. Toutefois, ce qu'on peut dire, c'est que pour les agonistes des récepteurs de l'endothéline, les antagonistes des récepteurs de l'endothéline, la tryptophanine qui a été essayée dans l'essai Perfect, les résultats sur l'impact clinique étaient négatifs. En plus, il y avait beaucoup d'effets secondaires et donc il n'est pas actuellement recommandé de proposer ces thérapeutiques même dans le cadre des essais cliniques.
Alors, quand dépister une hypertension pulmonaire chez un patient BPCO? Devant des symptômes cliniques, plus souvent, les principaux symptômes sont la dyspnée, les palpitations, la syncope et l'hémoptysie. Mais la règle qu'il faut connaître particulièrement chez les patients BPCO, c'est lorsqu'on trouve une discordance entre la dyspnée et l'importance du degré de l'obstruction bronchique, il faut suspecter une HTP associée. Également, devant des signes physiques qui font évoquer l'hypertension pulmonaire, notamment la cyanose, les signes cardiaques droits ou des signes en faveur de maladies qui peuvent être à l'origine d'une hypertension pulmonaire. Et en fait, là, je vous rapporte une enquête épidémiologique qui a été coordonnée par la STVRA, et j'ai eu l'honneur de la présenter au cours de notre congrès national de pneumologie en 2011, qui a porté sur des patients qui avaient une hypertension artérielle pulmonaire et des hypertensions pulmonaires thromboemboliques, donc le type 1 et le type 4. Chez ces patients, on a retrouvé ce qui est décrit dans la littérature, la prédominance de la dyspnée d'effort, suivie des palpitations, syncopes et hémoptysie. Et on a trouvé également cette prédominance féminine et l'âge moyen était de 46 ans. C'est les symptômes cliniques, oui, c'est important, mais il faut savoir que, étant donné une maladie évolutive, il y a une phase infraclinique de durée variable qui précède cette apparition donc des symptômes, et donc il fallait trouver d'autres marqueurs qui font évoquer l'hypertension pulmonaire avant l'installation déjà des symptômes. Et c'est pour cela qu'il y avait plusieurs études dans ce sens-là, et on a découvert des biomarqueurs qui peuvent être prédictifs de l'existence d'une hypertension pulmonaire, notamment les BNP, les pro-BNP et le rapport neutrophile sur lymphocytes, dont le taux élevé est en faveur de l'existence d'une hypertension pulmonaire. Également, il a été découvert, observé que le déficit en vitamine D chez les patients BPCO pourrait être en rapport avec prédictif de l'existence d'une hypertension pulmonaire sous-jacente. L'analyse de l'ECG chez nos patients BPCO avec des signes droits, donc on paie pulmonaire, des signes d'hypertrophie ventriculaire droit. Un ECG normal TERT n'élimine pas le diagnostic d'hypertension pulmonaire, mais lorsqu'il est associé à des marqueurs biologiques donc normaux, ceci rend le diagnostic d'hypertension pulmonaire peu probable. L'analyse de la radiographie de thorax avec donc les signes, la cardiomégalie à prédominance cœur droit et l'augmentation du diamètre donc hilaire sont en faveur de l'existence d'une hypertension pulmonaire. Mais actuellement, on parle plus de l'apport du scanner en matière de dépistage de l'hypertension pulmonaire. Vous savez, actuellement, chez le patient BPCO constitue un terrain sur lequel on fait le dépistage systématique du cancer par des scanners low dose. Et grâce à ces scanners-là, on peut également chercher des signes en faveur d'une hypertension pulmonaire et en se basant pour ceci sur le rapport diamètre artère pulmonaire sur aorte ascendant supérieur à 1 et le rapport VD sur VG supérieur à 1 qui témoigne donc de cavité droite dilatée. D'ailleurs, beaucoup d'études ont montré qu'il y a une corrélation entre le diamètre de l'artère pulmonaire qui témoigne donc de l'hypertension pulmonaire et le risque d'exacerbation chez les patients BPCO. Alors, si on a suspecté sur ces éléments cliniques et paracliniques, comment on va faire le vrai dépistage? C'est basé sur l'échographie cardiaque Doppler. Donc, on va mesurer au cours de l'échographie cardiaque Doppler la pression artérielle systémique en évaluant la vitesse du jet de régurgitation tricuspide, le Vmax-IT. Et le cutoff va chercher, c'est la valeur de 2,8 millisecondes. Alors, certes, chez le patient BPCO, il y a certaines difficultés à mesurer déjà cette Vmax-IT parce que dans plus de la moitié des cas, l'échogénicité n'est pas bonne et souvent on a du mal à la mesurer. Également, il y a un risque de surestimation, en particulier si on fait l'échographie pas suffisamment loin d'un épisode d'exacerbation. Et c'est pour ça que chez les patients BPCO, on se base plutôt sur un score composite avec ou sans la mesure de Vmax. Il y a d'autres paramètres qu'il faut chercher, il faut mesurer sur l'échographie cardiaque, tels que l'aplatissement du septum interventriculaire. Vous voyez ici 11 paramètres qu'on peut chercher, couplés aux données scanographiques, permet de dépister donc une éventuelle HTP chez les patients BPCO. Alors on passe en pratique, si on a comment on va interpréter la valeur de la Vmax qu'on retrouve sur l'échographie. Donc si on a une valeur négative inférieure à 2,8,
et on n'a pas les autres paramètres échographiques. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'échographie doit être faite par des personnes qui sont sensibilisées à la recherche d'une hypertension pulmonaire chez un patient BPCO. Donc, s'il n'y a pas les autres facteurs, les autres paramètres et la valeur inférieure de 2,8, le diagnostic d'HTP est peu probable. Mais si on a une valeur bien élevée, donc supérieure à 3,4, avec ou sans les autres paramètres, le diagnostic est très probable. Il faut aller pousser donc les investigations. Mais si on est intermédiaire entre 2,9 et 3,4, faut regarder donc les autres paramètres échographiques. S'ils sont là, la probabilité est élevée. S'ils ne sont pas là, donc là, on reste dans la probabilité de HTP intermédiaire. Et à ce moment-là, il faut chercher les groupes d'HTP qui vont imposer, pour lesquels il y a un traitement spécifique, notamment le groupe 1 et le groupe d'HTP thromboembolie chronique. Et si c'est le cas, on poussera les investigations. Sinon, on va continuer à surveiller nos patients par l'échographie. Également, dans notre dépistage, il faut essayer de chercher les formes, et particulièrement chez les patients BPCO, vu l'impact thérapeutique derrière, les formes sévères d'hypertension pulmonaire. Comment on va chercher ces formes-là? C'est en se basant sur un score combiné. Chez ces malades, on va évaluer la PAPS sur l'échographie, qui, lorsqu'elle est supérieure à 56, avec NT-proBNP supérieur à 650, avec au scanner il y a un rapport artère pulmonaire sur aorte supérieure à 0,93, on a une sensibilité de plus de 85% et une spécificité de 64% pour prédire l'existence d'une hypertension pulmonaire sévère. Et d'ailleurs, dans cette étude, montre que si on n'a aucun critère de ce score-là, la probabilité d'existence d'une HTP sévère est inférieure à 7%, mais il suffit qu'il y ait un critère de ces trois paramètres du score que le risque est élevé avec une sensibilité qui dépasse bien les 98%. Alors, une fois on a une suspicion sur l'échographie, sur les scores évalués, comment aller, c'est pas suffisant pour retenir le diagnostic d'HTP, il faut aller confirmer par le cathétérisme cardiaque thoracique, c'est le gold standard et actuellement il est recommandé d'utiliser le cathétérisme cardiaque thoracique chaque fois qu'il y a une suspicion sur l'échographie et les scores et à chaque fois que, surtout lorsqu'on pense à une HTP du groupe 1 et du groupe 4, mais également lorsqu'il y a une application, une indication, un traitement spécifique d'ailleurs, il faut confirmer avant tout par un cathétérisme cardiaque droit. Là aussi, le cathétérisme cardiaque droit doit être fait au niveau d'un centre spécialisé parce qu'il ne suffit pas de mesurer la PAP moyenne ou les résistances vasculaires pulmonaires, beaucoup de paramètres qu'il faut savoir mesurer. Là aussi, chez les BPCO, l'interprétation n'est pas facile du tout. Il y a beaucoup de changements des pressions intrathoraciques chez les patients BPCO qui fait que chez ces patients-là, la valeur de PAP mesurée nécessite de prendre la moyenne en fait d'au moins des valeurs prises lors de 3 cycles respiratoires au minimum. En plus, l'indication en elle-même de cathétérisme cardiaque droit chez le patient BPCO n'est pas très fréquente. Elle sera indiquée à chaque fois qu'on suspecte une HTP de groupe 1, donc une HTAP, ou bien s'il y a, on suspecte une HTP thromboembolie chronique chez le patient BPCO. Et pourquoi? Parce que uniquement dans ces deux situations, il y a vraiment un impact thérapeutique, bien que actuellement, comme j'ai dit tout à l'heure, pour les formes d'HTP du groupe 2 et 3 sévères, on peut proposer dans le cadre des essais cliniques donc un traitement spécifique. Alors pour résumer tout ça, donc sur des arguments cliniques s'ils sont là, en particulier la dyspnée, en particulier une dyspnée discordante avec le degré de l'obstruction bronchique, il faut penser à une HTP chez un patient BPCO. À ce moment-là, bien sûr, il faut chercher s'il y a une cardiopathie sous-jacente qui va être en faveur de l'existence donc d'une HTP du groupe 4. Si on est plutôt, sinon, donc on reste dans le cadre d'une maladie respiratoire. Bien sûr, il faut chercher s'il y a d'autres causes. S'ils sont là, on va proposer un traitement adapté
Sinon, donc, on reste dans la probabilité de chercher donc, une HTP du groupe 1 ou bien du groupe 2. Et je conclus pour dire que pour répondre à la question demandée, dépister une hypertension pulmonaire chez les patients BPCO, et bien pourquoi? Parce que c'est fréquent, parce que les mécanismes sous-jacents sont multifactoriels et la BPCO en elle-même, par des effets synergiques et additifs, favorise la survenue d'hypertension pulmonaire, parce que c'est un impact pronostique majeur en termes de morbidité, de mortalité, d'altération de la qualité de vie des patients, parce qu'on peut proposer un traitement spécifique dans les formes traitables et dans les formes en fait du groupe 2 et groupe 3 sévères. Actuellement, on va attendre les résultats des essais cliniques qui sont en cours, mais de nos jours, ces thérapeutiques-là ne sont proposées que dans le cadre des essais cliniques. Quand est-ce qu'on va chercher? Certes, bien sûr, on est des cliniciens avant tout, on va chercher des signes cliniques, mais vous avez vu que c'est des signes cliniques qui ne sont pas spécifiques, mais du moins ils sont discordants. Lorsqu'ils sont discordants au degré de l'obstruction bronchique, de attirer notre attention, mais c'est des symptômes qui sont le plus souvent tardifs. C'est pour cela que les autres moyens, notamment les biomarqueurs, l'imagerie et profiter donc des scanners faits dans le cadre du dépistage de cancer pour chercher ce risque, donc ces hypertensions pulmonaires. Et comment on va le faire? On va le faire par l'échographie cardiaque Doppler, puis confirmé par le cathétérisme cardiaque droit s'il y a un impact thérapeutique derrière. Et tout en, bien sûr, faisant attention à l'interprétation de ces différents, de l'écho et du cathétérisme cardiaque chez un patient qui est BPCO, qui peut entraîner des difficultés d'interprétation des résultats. Et je vous remercie pour votre attention. Merci de cette belle conférence. Donc, on va sûrement avoir des questions dans la salle. Soleil, oui. Bravo Sonia pour cette excellente conférence. Vous pouvez savoir qu'on a toujours tendance à oublier que le tabac a un rôle direct sur les vaisseaux. On pense toujours que c'est la conséquence de la bronchopathie chronique obstructive, mais en fait le tabac, la toxicité du tabac touche également les vaisseaux, ça peut donner la musculature du vaisseau. Et ça donne des lésions tout à fait différentes. C'est pour ça que chez certains BPCO, certains n'ont pas d'atteinte vasculaire et d'autres non. Effectivement, donc d'ailleurs j'ai parlé dans les mécanismes physiopathologiques donc, de la particularité des patients BPCO, il y a ce stress oxydatif lié au tabac qui agit directement au niveau vasculaire, en plus de l'effet, bien sûr, de la BPCO à type d'emphysème avec l'atteinte vasculaire derrière également. Voilà, tout à fait. Donc il y a un effet direct. Oui, c'était excellent. Moi, je voulais poser une question par rapport à votre avis quant à la réalisation du cathétérisme cardiaque droit. En pratique de tous les jours, il serait impossible de faire un cathéter droit chez tous les patients de BPCO qui ont de l'HTP. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? À qui on doit le réserver ce cathétérisme? Effectivement, c'est ce que j'ai dit. Donc, la réalisation du cathétérisme cardiaque droit n'est pas très fréquente chez les patients BPCO. Donc, on va la réaliser si on suspecte une HTP du groupe 1, parce que là, il y a l'impact thérapeutique derrière, ou bien s'il y a suspicion d'une HTP du groupe 4, donc thromboembolie chronique, parce que dans les deux cas, il faut un traitement adapté. Sinon, on va la proposer dans les cas des HTP sévères, dans le cadre des essais cliniques, on va proposer un traitement spécifique. Mais sinon, tu as vu, même la réalisation du cathétérisme cardiaque droit et l'interprétation des résultats n'est pas facile du tout chez les patients BPCO. C'est une excellente conférence. Je voudrais poser une question sur les tests génétiques. Est-ce que ça se pratique pour déterminer le risque d'HTAP chez ces patients? Et d'autre part, une deuxième question, c'est les tests par inhibiteur calcique au examen fonctionnel respiratoire inhalé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe? Alors pour les tests génétiques, c'est surtout pour le groupe 1, parce qu'on a dit le groupe 1, il y a les formes idiopathiques, il y a les formes secondaires, et parmi les formes secondaires, il y a les formes liées à des anomalies génétiques. Alors en Tunisie, pour le moment, on ne fait pas de tests génétiques. Je ne sais pas en France, que je suis sûre qu'il y a, bien sûr, ils le font, mais chez nous, pas encore. Donc c'est indiqué lorsqu'on suspecte une HTAP du groupe 1, il
il faut le réaliser normalement. Après, pour la deuxième question, le test ENO, bien sûr. Alors, le test ENO, on le propose lorsqu'il y a une implication thérapeutique derrière, en particulier pour les groupes 1, les HTAP, chez qui on va proposer un inhibiteur calcique. Là, il faut réaliser obligatoirement le test ENO. Donc, à chaque fois où il y a une indication à un traitement par les inhibiteurs calciques, il faut réaliser le ENO. Donc, c'est surtout pour le groupe 1 où on propose le test de ENO. Voilà. Merci Dr Brach pour cette belle conférence. Moi, ma question est par rapport à la physiopathologie. Vous avez dit que cet HTP peut être secondaire soit à la vasoconstriction liée à l'hypoxémie, mais aussi il y a aussi le remodelage vasculaire. Moi, mes questions, dans le premier exposé, que le remodelage de l'épithélium au cours de l'asthme est très précoce. Et donc là, ma question, est-ce que le remodelage également vasculaire précède cette vasoconstriction liée à l'hypoxémie, puisque parfois on fera des patients qui ont une HTP alors qu'ils ne sont pas d'hypoxémie. Alors effectivement, le remodelage vasculaire, ça dépend des études, du groupe en lui-même. Par exemple, dans les HTAP primitives, le remodelage vasculaire, il est beaucoup plus précoce et beaucoup plus important par rapport aux autres, par exemple par rapport au groupe 2. D'accord? Donc vraiment, ça dépend du groupe d'HTP pour lequel on parle. Donc le remodelage vasculaire, effectivement, ça précède la vasoconstriction, en particulier pour le groupe 1. Merci Sonia pour cette belle présentation. Moi, je voulais te féliciter d'avoir mis le point sur qu'il n'y a pas de relation entre l'obstruction et l'HTP. Oui. Mais par contre, tu as souligné un point important, c'est le point de la radiologie. Oui. Et je pense que l'imagerie thoracique va nous donner beaucoup de renseignements dessus, parce que la corrélation n'est pas là. Elle est entre l'emphysème paraseptal, plutôt centrolobulaire, et l'HTP. L'HTP, c'est un problème qui se développe au niveau des résistances périphériques. Elle ne se développe pas au niveau des résistances proximales. Oui. Donc, ce qui explique le fait que si on fait des scanners de très bonne qualité et qu'on a des emphysèmes, on a vu qu'il y avait une relation. Puis un autre point qui est de ta spécialité, lorsqu'il y a discordance entre l'hypoxie, l'HTAP, BPCO, il faut absolument penser au SAS. Parce que c'est des gens qui peuvent avoir des hypoxies nocturnes. Les hypoxies nocturnes sont très productrices d'HTAP. Donc c'est un point très important, parce qu'on a l'impression d'oublier ça, HTAP, mais ça, c'est un des pourvoyeurs de l'HTAP, surtout chez ces malades qui ont des hypoxies. Effectivement, bon, moi j'ai pas voulu parler du SAS parce que actuellement déjà lorsqu'on trouve chez un patient apnéique, il y a une hypertension pulmonaire, le SAS seul ne peut pas expliquer l'hypertension pulmonaire, il faut chercher donc une hypoxémie derrière. Donc c'est pour cela que j'ai pas voulu trop permettre. Vous avez parfaitement raison. Devant cette discordance-là, bien sûr, il faut chercher cette hypoxémie chronique intermittente nocturne. Voilà. Merci Sylvia pour la belle synthèse qui nous permet d'avoir des idées claires pour les 5 prochaines années. Pour le SAS, justement, ce sont des hypoxies transitoires qui font une hypertension artérielle pulmonaire fonctionnelle et non pas organique, exactement comme l'hypoxie d'altitude. Tout à fait. Voilà, donc ça c'est intéressant. Jules avait fait une remarque intéressante sur le vieillissement. Il n'y a plus de... Ouais. Voilà. Alors je pense qu'il faut qu'on pense qu'il y a un vieillissement différentiel dans le poumon. La ventilation baisse de 27% sur de 25 ans à 85 ans, 90 ans, et le champ vasculaire pulmonaire chute énormément. Il a presque à 90 ans, on a presque perdu 80-90% du champ vasculaire. Donc que les gens aient des hypertensions à n'importe quel effort à 90 ans, ce n'est que la vie. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Merci pour cette réflexion, effectivement. Tout à l'heure, en parlant avec Gémini, il m'a dit, y a-t-il des biomarqueurs ou des facteurs de risque pour rechercher une HTAP chez le BPCO? Effectivement, c'est le BNP, le pro-BNP, avec des cutoffs donc, que j'ai mis. Le rapport notre vie sur lymphocytes, là, le taux élevé doit prédire en faveur de l'existence d'une HTP. Et actuellement, on parle également de la vitamine alors vitamine D, on trouve partout maintenant, mais le déficit en vitamine D chez un patient BPCO doit également faire rechercher une hypertension pulmonaire. Mais les principaux biomarqueurs, c'est les BNP